Elena Poincet, vous avez créé il y a 10 ans la société Tetris, dont vous êtes CEO, et une société spécialisée sur les solutions de cybersécurité. Et vous avez été désignée en ce mois de décembre par les lecteurs du Monde informatique comme la personnalité IT de l'année. Pouvez-vous revenir pour nous sur le parcours professionnel qui vous a amené à cofonder Tetris il y a 10 ans avec Laurent Oudot, directeur technique, et nous présenter l'activité actuelle de la société en termes de technologies développées, de produits, services proposés et de projets clients qui ont permis à votre société de d'autofinancer sa croissance depuis 2017. Déjà, je voudrais commencer par remercier tous ceux qui m'ont soutenu pour ce vote organisé par le Monde informatique, les employés, nos clients, nos partenaires, l'écosystème de la cybersécurité et toutes les forces vives de la région Nouvelle-Aquitaine et de la French Tech. Pour répondre à votre question, Maryse, en réalité, Tetris a été autofinancé sa croissance pendant 10 ans. De sa création en 2010 jusqu'à sa levée de fonds en 2020. Alors, concernant mon parcours professionnel, si vous voulez, il est assez atypique, puisque moi j'ai une carrière militaire. Je suis officier dans l'armée de terre avec plus de 26 ans d'armée, où j'ai fait 13 ans d'armée dans l'armée conventionnelle et 14 ans au sein du service d'action de la DGSE. Sur place, j'ai rencontré Laurent Oudot et avec lui, en 2009, je lui ai proposé de créer Tetris, de créer notre société. Et en 2010, nous avons commencé à proposer de l'expertise technique de très haut niveau afin de donner des certitudes techniques à nos clients qui se demandaient s'ils pouvaient être espionnés facilement ou non. Nous avons eu immédiatement de nombreux clients, des sociétés du CAC 40 comme du GAFA, des armées, des services de sûreté du monde entier, et des élèves à nos formations internationales et ou en prestation directe. À l'époque, nous faisions des tests d'intrusion, c'est-à-dire des tests opérationnels où nous cherchions à trouver toutes les failles utilisables par les pirates, que ce soit des criminels ou des espions numériques. Au bout de 2 ans, le constat était toujours le même, de toute façon, et dans le monde entier, il nous fallait simplement quelques heures ou quelques jours pour accéder quasiment à n'importe quelle donnée, et toujours par les mêmes raisons. Les produits de sécurité qui dominaient le marché à l'époque ne pouvaient pas détecter les nouvelles attaques de trop furtives que nous pratiquions. Voilà comment ça s'est passé, et en 2012, j'ai proposé à Laurent de faire un pivot dans l'histoire de Tetris. Nous sommes devenus une société d'éditeurs de logiciels, et avec notre vision d'y implémenter de la cyberdéfense. À l'époque, on n'employait pas le mot cyber, il est arrivé un petit peu après, mais peu importe. Et nous avons commencé dès l'été 2012 à écrire des bases d'une future grande plateforme de cyberdéfense capable de faire de la détection et de la réponse à incidents de manière automatique. Effectivement, notre technologie est actuellement déployée dans plus de 80 pays et elle neutralise en temps réel des menaces connues et inconnues qui nous positionne comme un leader technologique. Voilà, Maryse, pour cette première question. Plus précisément, donc, cette plateforme de cyberdéfense que vous avez développée, quelles en sont les caractéristiques et les particularités, par exemple, par rapport à des solutions concurrentes, et comment Tetris se démarque-t-il sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, par exemple? La plateforme XDR, elle est en réalité, elle a commencé en 2012, mais elle s'appelait à l'époque eGambit.
Pour des raisons de lisibilité, nous avons reconstruit une partie des éléments, y compris au niveau marketing, pour s'aligner, si vous voulez, sur les messages du marché. C'est une gamme de produits qui s'appelle au niveau mondial les XDR, les Extensive Detection Response. Il y en a peu, il faut le savoir. Et nous sommes les seuls Français, le seul Européen et l'une des seules XDR dans le monde qui est totalement construite par des ingénieurs. Les XDR, enfin une XDR, c'est un grand projet. Visuellement, ce sont des financiers qui rachètent des solutions pour tenter de les mettre ensemble et d'avoir à la fin une XDR. C'est-à-dire qu'ils rachètent plusieurs sociétés et ensuite ils essayent de mettre de la glue et par-dessus ils essayent de coder quelque chose pour que ça fasse une XDR. Nous, notre Tetris XDR plateforme, elle est native et donc beaucoup plus robuste. Donc ça, c'est ce qui fait la force de notre XDR. Alors, pour nos concurrents, ils sont essentiellement américains, voire russes et israéliens. Oui. Ils dépensent beaucoup de publicité pour occuper le marché. Enfin, c'est affolant, mais justement, il faut toujours rester les pieds sur terre. Notre élément de démarcation, c'est que nos produits ont d'excellents résultats au niveau technologique. On parle d'ailleurs d'une excellence à la française en interne et aussi avec nos clients et nos partenaires. Alors sur la partie intelligence artificielle, tout ce qui est intelligence artificielle, c'est-à-dire l'hyperautomatisation, le machine learning, le deep learning, nous l'utilisons pour augmenter les capacités des humains qui utilisent nos solutions. Avec notre XDR, nous aidons les personnes qui font d'une équipe de chasse, enfin une équipe qui fait de la chasse aux pirates. On parle d'ailleurs de hunting en interne. Toutes les personnes qui font du SOC ou du CERT font du hunting, de la chasse aux pirates. Et grâce à nos outils, ils peuvent avoir en temps réel tout ce qui se passe sur une infrastructure numérique. C'est une de nos forces. On peut voir par exemple tout ce qui est nouveau quand nos intelligences artificielles découvrent quelque chose d'inconnu. C'est beaucoup plus facile pour nous alors, pour les humains, d'avoir cette assistance en interne. C'est-à-dire, vous avez tellement de millions de logs, de données qui arrivent parce que toutes les machines parlent, qu'effectivement, il faut absolument, à l'heure d'aujourd'hui, de l'intelligence artificielle pour corréler, combattre potentiellement toutes les menaces qui pourraient arriver. Et d'ailleurs, nous, notre intelligence artificielle, elle s'appelle Cyberia. Et elle trouve d'ailleurs toute seule, à l'heure d'aujourd'hui, des espions cachés dans les réseaux très sensibles. Et d'ailleurs, par exemple, les réseaux très sensibles, par exemple, d'OIV ou... Pardon? Je t'ai entendu. D'OIV, d'opérateurs d'importance vitale ou de... Alors, pas d'opérateurs d'importance vitale, puisque nous, c'est un service qui est en mode SaaS, donc qui est connecté, puisque à partir du moment où, si vous voulez, vous êtes connecté à Internet, il faut se doter des mêmes forces que le pirate. Le pirate a toutes les possibilités pour vous attaquer de l'extérieur. Donc nous, on a une intelligence globale qui permet de protéger nos clients de tous ceux qui sont connectés à Internet. Pour le moment, on a une version qui est en cours de qualification auprès de l'ANSSI pour les OIV. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à cette intelligence artificielle aussi, on est le seul produit français qui est sur le cloud de Google et sur un service qui est appelé Virus Total, où on analyse des millions de fichiers chaque semaine. Pardon. D'accord. D'accord. Comment les besoins de vos clients ont-ils évolué au cours des derniers mois? Quelles sont les typologies de projets dans ce contexte mondial de recrudescence des cybermenaces? Est-ce que ça a modifié vos priorités de développement? Et cette plateforme, est-ce que vous l'accompagnez systématiquement de services ou c'est une plateforme SaaS ou est-ce que les clients sont autonomes avec la plateforme? Alors, pour répondre à vos différentes questions, ces derniers mois, nos clients se sont adaptés à la crise sanitaire, c'est clair.
Et nous les avons aidés pour que leur transformation numérique se passe dans les meilleures conditions. Nous avons ainsi procédé en général à une double migration. Il y a eu un passage en fait au télétravail avec des nouveaux risques. Si un ordinateur d'une entreprise peut être parfois piraté, alors que cette dernière possède un firewall, enfin tout le périmétrique qu'une entreprise peut offrir au niveau numérique, vous pouvez imaginer ce qui peut se passer sur un ordinateur qui est tout seul, moins protégé et dans un domicile d'un employé, quoi. En plus de cela, effectivement, nous avons trouvé beaucoup de risques d'intrusion avec les VPN, puisque normalement, ces employés doivent installer un VPN pour pouvoir être connectés à leurs entreprises. Donc, avec les ils ont des préconisations de leurs entreprises où ils le font seuls avec des VPN gratuits? Non, ils ont des préconisations de leurs entreprises. Normalement, l'entreprise délivre un VPN, mais quelquefois, les VPN, on peut quand même les contourner. Donc, c'est bien le problème. Et quelquefois même, c'est ce que je voulais dire, pardon, et quelquefois même, certaines entreprises ont été obligées de demander à leurs employés d'utiliser leurs ordinateurs personnels, parce qu'effectivement, tout le monde n'a pas un ordinateur portable quand on travaille dans une entreprise. C'est ce qu'on appelle le BIOD. Donc, le télétravail, les VPN, plus ces ordinateurs personnels transformés pour l'entreprise, tout ceci en fait, c'est une source de menaces énorme pour l'entreprise. Et en plus de ça, on s'est aperçu que nos clients sont allés dans le cloud de manière sécurisée. Donc, il y a eu une véritable accélération des usages. Certains ont dû se digitaliser encore plus en quelques semaines, voire en quelques mois. Et donc, et là, nous, Tetris, bien sûr, on a apporté notre griffe pendant que les équipes IT faisaient les migrations. Nos outils, à ce moment-là, ont été déployés partout, sur tous les équipements, peu importe que ce soit dans le cloud, au domicile, dans l'entreprise, etc. Et au final, nous avons pu empêcher des pirates qui ont été de tenter de profiter de la situation à risque, quoi. Puisque effectivement, à partir du moment où on se retrouve avec différents équipements dans le cloud, à la maison, dans l'entreprise, il est très difficile de surveiller tout cela, quoi. Alors, le contexte mondial de recrudescence des menaces, bon, bien sûr, on ne va pas se cacher, la recrudescence des menaces, c'est clair. Donc ransomware en particulier, ces derniers mois. Oui, voilà, énormément. Qui touche tout le monde. Qui touche tout le monde, oui. Des toutes petites entreprises jusqu'aux très grandes. Voilà, c'est ça, puisqu'un virus, c'est un peu comme sur les humains, quoi. Il peut aller sur tout le monde. Donc effectivement, nos technologies étaient déjà assez robustes pour repousser les éléments du moment, ce type de ransomware. Donc nous, on a eu des neutralisations en direct de ransomware sur les parcs numériques de nos clients. Mais en revanche, nous avons commencé à augmenter nos capacités pour pouvoir traiter des parcs encore plus grands, pour pouvoir protéger des millions de machines sur la planète tout entière. D'accord. Puisque, enfin, face aux menaces, quoi qu'il en soit, nous restons toujours humbles et nous continuons tous les jours de surveiller les espions numériques pour inventer des contre-mesures avant des tentatives. Puisqu'il faut savoir qu'il y a à peu près minimum 300 000 nouveaux virus qui arrivent sur la cybersphère chaque jour, au minimum. Donc, à la fin de la semaine, on est à plus d'1 million, quoi. 300 000 nouveaux virus chaque jour.
Oui, c'est le minimum. Hein. Quelquefois, ça augmente. Voilà, c'est une moyenne. C'est une moyenne. Et en même temps, Tetris, son slogan, c'est faire face à l'imprévisible. Hein. Donc, nous, en permanence, on est à l'affût de ces nouvelles menaces qui pourraient arriver sur le terrain. Alors, plus précisément, enfin, dans votre présentation, vous mettez l'accent sur la protection contre le cyberespionnage et le cybersabotage. Comment évaluez-vous l'ampleur de ces menaces en ce moment? Comment s'en protéger efficacement? Et à titre d'exemple, ces derniers jours, il y a eu l'affaire de SolarWinds, ce logiciel dont la mise à jour a infecté les systèmes d'information de grandes administrations américaines de fournisseurs de technologies avec une porte dérobée et des cyberattaques qui sont sans doute conduites par des États. Donc, qu'en pensez-vous? Enfin, comment réagissez-vous face à ce type d'événement? Et certains de vos clients ont-ils été touchés? Et comment pouvez-vous les aider à se protéger? Oui, alors concernant le cyberespionnage et le cybersabotage, donc c'est vrai qu'à Tetris, nous distinguons en effet deux grands fléaux au niveau de la cybersphère. Vous avez d'un côté l'espionnage, ce sont toutes les entités qui vont tenter de voler des données. Et en vrai, on devrait dire qu'ils copient les données, donc plutôt que de les voler. En tout cas, leur but est de prendre tout ce qui est important, ce qui est, donc c'est vraiment quelque chose à bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas de vol en fait. C'est ça comment les données restent copiage. Oui, c'est ça, c'est ce qu'il y a de terrible. Hein. Elles sont compromises, comme on dit. Exactement. Cela peut être aussi le piratage d'un iPhone. Il y a eu des exemples, par exemple le PDG d'une société comme le patron d'Amazon il y a 2 ans a fait faire potentiellement du chantage plus tard parce que son iPhone a été piraté. Bon. Espionné, oui. Ouais, voilà. Puis après, ça peut être bien sûr des laptops, des ordinateurs, etc. Le but, c'est de voler la poudre de perlimpinpin, comme on l'appelle, ou les secrets des brevets, enfin les données, etc. C'est vrai que ce métier, il est pratiqué par les cyberespions, les cybercriminels, les hackers non éthiques, même voire par des cybermercenaires, on peut les appeler aussi comme ça. Et vous en avez beaucoup dans l'Europe de l'Est, par exemple, ou en Asie du Sud-Est, ou même sur le continent américain. En fait, vous pouvez en avoir partout, quoi. Donc, c'est ce qu'il y a de terrible. Et pour ce qui est du cybersabotage, là, le but, c'est pas de voler la donnée, mais de la détruire. Dans ce cas-là, effectivement, pour une société, ça peut faire très mal, quoi. De détruire les données, soit effectivement avec la cryptographie, ce qu'on appelle effectivement, comme vous le disiez, Marie, un ransomware ou un rançon logiciel pour le dire en français. Et effectivement, là, il peut y avoir des conséquences énormes. Imaginez si on détruit une centrale nucléaire ou je sais pas. On essaye de provoquer un accident sur la route. Il peut y avoir tellement de choses. Imaginez, on enlève tous les éclairages d'un grand aéroport. Il peut y avoir des conséquences catastrophiques. Dramatiques. Voilà. Et par rapport à la cyberattaque de SolarWinds, enfin plutôt à l'installation de portes dérobées qui ont pu être installées via la mise à jour d'un logiciel. Est-ce que certains de vos clients ont été touchés? Alors, c'est vrai que cette attaque, selon nous, est l'une des plus grandes attaques publiques au niveau mondial, pour être clair dans l'histoire de l'informatique. On parle des États-Unis d'Amérique, quoi, et du piratage de plus de 18 000 entreprises. On parle même de sociétés qui offrent des solutions de cybersécurité qui ont été piratées.
comme Microsoft, Cisco ou FireEye, etc. Quoi. Tout à fait. On parle du piratage des plus grosses sociétés américaines, mais on parle aussi de nombreuses entités de gouvernement des USA qui ont été piratées. Hein, certains sénateurs américains disent qu'il s'agirait d'un acte de guerre. D'autres dénoncent d'ailleurs la Russie ouvertement. Bon. Oui, il y aurait la Chine aussi. Enfin, apparemment, il y aurait des traces de deux États. Oui. En gros, effectivement, que s'est-il passé, quoi? Bon, a priori, les pirates sont rentrés dans la société SolarWinds et ils ont rajouté probablement 4000 lignes de code informatique cachées dans les prochaines mises à jour du produit appelé Orion. Soit déployé secrètement avec une porte dérobée, une backdoor, et c'est ce qui s'est passé dans des milliers d'entreprises. Et une fois que la mise à jour a été faite, eh bien, la backdoor s'est installée facilement sur les ordinateurs. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un pays qui a fait l'attaque de SolarWinds? Ça, c'est effectivement une bonne question. On appelle ça l'attrition. Attribuer une attaque à un pays, par exemple. Les USA disent qu'ils ont la preuve numérique qu'il s'agirait d'une attaque d'un groupe dont le nom de code est APT29. Ils sont supposés être des espions russes. Ont travaillé pour les fameux SVR, donc les services de renseignement extérieurs de la Russie. Bon. Nos experts Tetris ont commencé, eux, à regarder les outils des pirates. En effet, il semblerait que cela date de fin mars 2020. Donc les pirates sont rentrés, planqués dans des centaines de milliers, voire des millions d'ordinateurs américains, pourtant protégés par des solutions de sécurité. Bon. Mais pas nos clients en tous les cas, Maryse, et nous n'avons pas de clients piratés actuellement. Il faut savoir que nous avons proposé notre aide aux USA. Nous avons des discussions confidentielles en cours avec Laurent Oudot, notre CTO. Et bien sûr, s'il le faut, nous aiderons à déployer nos produits pour traquer les pirates. Quoi. Voilà. De notre côté, en même temps, le 12 juillet dernier, nous avons fait une publication, un rapport qui parlait, parce que nous pensions que le protocole appelé DNS, Domain Name System, était une source majeure à regarder car nous avions des doutes sur certaines menaces et outils de sécurité. Et c'est justement un des moyens d'exfiltration que la backdoor a utilisé dans cette attaque. D'accord. Donc, pour exfiltrer les données. Oui, pour récupérer les données, les copier. D'accord. Donc, c'est une attaque de très grande ampleur dont on n'a pas encore tiré tous les fils. Exactement. Avec même des solutions sophistiquées. Peuvent prendre pour répondre aux vraies menaces. C'est une attaque terrible. En France, là, vous venez de lever 20 millions d'euros avec des projets de développement à l'international. Comment s'inscrit déjà Tetris dans l'écosystème d'acteurs de cybersécurité? Y a-t-il des complémentarités proposées avec d'autres offres? Comme il y a l'initiative ExaTrust avec un ensemble d'éditeurs, de fournisseurs de solutions de sécurité. Et puis, au niveau mondial, alors vous avez déjà de nombreux clients à l'international, mais quelles sont les stratégies de déploiement que vous prévoyez d'adopter? Alors, bien sûr, Tetris travaille avec de nombreux partenaires français qui partagent les mêmes valeurs, à savoir de proposer des solutions à haute valeur ajoutée pour lutter efficacement contre les cybermenaces. Par exemple, nous avons de nombreux partenaires qui déploient nos solutions et qui les opèrent sur le plan national et international. Vous avez quelques noms à citer? Pardon? Avez-vous quelques noms à citer?
de partenaires Oui, bien sûr. Nous avons Capgemini, Mm. Orange Cyberdéfense, Expleo. Nous sommes en cours aussi avec d'autres grands acteurs français en cours de discussion. Voilà. Et au sein de l'écosystème français, Tetris fait partie de l'ACN, c'est l'Alliance pour la confiance numérique. Et aussi, nous représentons les PME françaises au sein du comité stratégique de la filière industrie de la sécurité et de la cybersécurité. Donc, d'accord. voilà. Alors, est-ce qu'il y a des complémentarités avec d'autres offres? Oui, évidemment, nous avons la capacité à récupérer d'autres solutions qui s'intègrent dans notre XDR plateforme, d'autres verticaux, si vous voulez. Et donc, cela devient pour nous une Open XDR, comme nous le fait remarquer Gartner lors de nos différents entretiens avec ses experts. D'accord. Donc, voilà. Et puis, alors par rapport à cette levée de fonds, qui est effectivement une des plus grandes levées de fonds de série A au niveau mondial et tout au moins sur le segment de la cybersécurité. Bien sûr. Alors, au-delà du signal envoyé au marché, notre objectif, de toute façon, il est clair. Nous sommes en train de construire la plateforme logicielle de cyberdéfense européenne. Voilà. C'est notre objectif. Cette levée de fonds va donc nous permettre de travailler plusieurs sujets. Au niveau technologique, de toute façon, il y a une course à l'armement avec les pirates et les espions d'une part, et avec nos concurrents d'autre part. Voilà. Donc, au niveau marketing, comme nous avions mis en priorité le cœur du produit, nous avons passé plus de 8 ans à construire ce produit de 2010 à 2012. Bien sûr, il a été déployé chez de nombreux clients dès 2013, mais le but maintenant, c'est de le promouvoir. Et là, c'est l'objectif. Nous allons redoubler d'efforts désormais pour expliquer nos différents rangs, nos engagements de qualité, nos résultats au niveau mondial. Le but est de faire parler de nous, quoi. Mais sans jamais sombrer dans le côté ultra publicitaire. Vous savez comment sont les Français. On fait d'abord la technologie et puis après on en parle. Et il faut savoir en parler. Et donc c'est un de nos objectifs. Nous sommes, quoi qu'il arrive, Tetris, c'est une boîte de scientifiques, d'opérationnels de la cybersécurité, et le but c'est d'aligner nos messages de communication en ce sens. Voilà. Et sur l'aspect, pardon. Non, je vous en prie. J'allais dire le troisième pilier parce que c'est quand même le business, parce que si on n'a pas de business, ça marche pas. Mais bon, voilà, je vous écoute. Vous êtes actuellement installé à Pessac et aussi à Paris. Est-ce que vous avez des bureaux déjà à l'international ou est-ce que ça va être l'objet du développement? Alors, oui. Alors, effectivement, toute notre recherche et développement est sur Pessac, Bordeaux Métropole. Et effectivement, on est en train de créer un axe Paris-Pessac, c'est-à-dire qu'on sera installé au campus de la cybersécurité à partir du mois de septembre l'année prochaine, où nous allons... D'ailleurs, nous sommes même très, très heureux de pouvoir retrouver l'écosystème national. Et après, au niveau international, nous avons déjà une société à Hong Kong et un bureau de représentation à San Francisco. Mais effectivement, le but sera de s'ouvrir plus sur l'Europe, notamment en Allemagne et l'Europe méditerranéenne, pour offrir notre solution de cyberdéfense en dehors du territoire, quoi. D'accord. Alors, un focus sur l'Europe.
dans un premier temps. Dans un premier temps, un focus sur l'Europe, oui. Et vous avez déjà un bureau donc à San Francisco et une filiale à Hong Kong quand vous dites Voilà, c'est ça, oui, c'est ça. C'est une filiale à Hong Kong depuis 2011. D'accord. Voilà. Et en termes de recrutement, je crois que vous avez des objectifs assez ambitieux. Est-ce que vous allez recruter pour renforcer la R&D toujours à Pessac et en France en tout cas? Oui. Alors, le but du recrutement, c'est de recruter dans un premier temps une équipe, de renforcer notre équipe business, de renforcer notre équipe marketing et bien sûr de renforcer aussi notre équipe de recherche et développement. La moyenne d'âge à Tetris, c'est 30 ans, un peu moins, un peu en dessous de 30 ans, et nous avons 30% de femmes. Donc ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et d'ailleurs, même au sein du COMEX de Tetris, nous avons 3/4 de femmes présentes au COMEX. Mais effectivement, le but, c'est de recruter 300 personnes dans les 3 ans. Et bien sûr, ça se fera suivant les résultats commerciaux et en soutien de notre hyper croissance. C'est-à-dire que on peut aussi potentiellement recruter plus s'il le faut, quoi. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes 60. Alors aujourd'hui, on est passé à 80 là. 80, très bien. Donc on a terminé l'année à 80. Oui, voilà, c'est ça. On a reçu depuis l'annonce de la levée de fonds, on a reçu 1300 candidatures à l'heure d'aujourd'hui. 1300 candidatures depuis octobre. Depuis novembre, depuis l'annonce de la levée. Et dans tous les domaines? Oui, c'est ça. Alors, bien sûr, nous recrutons du business en priorité et aussi des développeurs et des experts en cybersécurité. Et bien sûr, tous les corps de métier associés, que ce soit du juridique, des achats, comptables, etc. quoi. Enfin, tout ce qui peut aider pour qu'une entreprise arrive à faire son métier. En tous les cas, notre volonté à nous est de servir au mieux les intérêts des clients, les aider dans leur digitalisation, leur montrer comment se sécuriser, détecter et contrer les intrusions, tout ceci en alignement de nos valeurs, contribuer à la cyberdéfense du monde informatique. Quels sont les objectifs en termes de chiffre d'affaires, de taille? Aujourd'hui, vous réalisez un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros, c'est ça? Voilà, c'est ça, à la fin de l'année. Et puis après, les objectifs, à l'heure d'aujourd'hui, sur le marché des XDR, par exemple, selon Gartner, les États-Unis, 2% du marché est fait. En Europe, on démarre. En Europe, il y a tout à créer. D'accord. Sur Non, je vous en prie. Non, mais allez-y, j'avais terminé en fait. Sur l'ensemble de vos clients, que représente le poids de l'international aujourd'hui? Alors, par rapport à nos clients, de toute façon, à l'heure d'aujourd'hui, nous avons quasiment que des sociétés françaises qui sont déployées dans le monde entier. Et le but de cette levée de fonds, justement, c'est de faire de l'exportation. Donc, très, très clairement. Mais ça, nous sommes déployés à l'heure d'aujourd'hui dans plus de 80 pays grâce à de nombreuses multinationales françaises. Et d'ailleurs, nous sommes dans tous les secteurs d'activité. Donc, on n'est pas autant dans l'industrie, que ce soit dans les assurances, que ce soit dans les transports, les collectivités, etc. Pour nous, un système d'exploitation, peu importe où il se trouve, en gros, on se place dessus et on fait la guerre, puisque nous, ce qu'on fait, contrairement à beaucoup d'autres produits, c'est que non seulement on fait de la détection, mais aussi on a créé l'anti-missile, c'est-à-dire le missile, c'est le ransomware qui arrive,
Et nous, on a créé l'antimissile pour le détruire avant qu'il atteigne et qu'il détruise la machine. Donc, en repérant toute activité anormale à l'aide de capteurs, c'est ça? Exactement ça. Et donc, c'est ce qui fait la force de Tetris à l'heure d'aujourd'hui, c'est cette capacité à neutraliser en temps réel la menace connue ou inconnue. Quand elle arrive sur le poste de travail, hop, elle est neutralisée.